Elisa Thévenet, je suis rédactrice en chef d'un journal qui s'appelle Ouzbek Erika, dont je vous dirai quelques mots un peu plus tard. On fait de la prospective, on a un trimestriel et on explore les questions qu'on va se poser demain. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Jean-Gabriel Ganassia, qui est informaticien, philosophe, professeur émérite à la Sorbonne, qui a publié beaucoup de livres, parmi lesquels récemment le petit dernier, l'IA expliquée aux humains, qui vous permet de décrypter un petit peu toutes les grandes questions qu'on pourrait se poser sur l'IA. Mais avant, vous avez évidemment publié Servitude virtuelle en 2022, Le mythe de la singularité en 2017, et un roman, Maman. Ce matin, j'ai téléchargé Maman. Ce matin, Maman a été téléchargée en 2019. Donc aujourd'hui, notre lourde tâche, c'est d'explorer avec vous l'imaginaire et l'IA et l'impact que ça peut avoir sur nos sociétés et comment est-ce qu'on peut faire pour que ça ait un impact positif. C'est ce qui va nous occuper pendant 40 minutes. On laissera évidemment du temps pour des questions-réponses à la fin. Si cette mission vous convient, on peut embarquer gentiment dedans. Peut-être que ce qu'on peut commencer par faire, c'est un petit constat. Aujourd'hui, c'est un petit peu difficile d'avoir un débat apaisé quand on parle d'intelligence artificielle. Il y a un peu d'un côté des technophiles BA sauce Silicon Valley et de l'autre des technophobes catastrophés qui pensent qu'on va finir par vivre dans une dystopie à la Matrix. On peut peut-être remonter un peu à l'origine de tous ces fantasmes. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on projette de façon si systématique, quand on parle d'intelligence artificielle, un rapport de domination qui se termine par l'homme asservi par les machines? Peut-être avant de dire ça, vous avez dit aujourd'hui, il est difficile d'avoir un regard serein sur ces technologies. Je suis spécialiste d'intelligence artificielle depuis longtemps. J'ai commencé à travailler dans ce domaine il y a 45 ans, ce qui n'est pas tout récent. J'ai fait 2 thèses sur le sujet et je me souviens que au début des années 90, j'avais eu le sentiment que le numérique prenait une très grande part dans la société et donc il faudrait qu'on ait des réflexions communes sur ses conséquences. Et malheureusement, ce que je voyais, c'est qu'il y avait une opposition entre des technophiles et des technophones, même chose qu'aujourd'hui. Je me souviens que j'étais allé au Sénat dans un cercle de réflexion parce qu'il y avait une séance consacrée aux technologies de l'information. À l'époque, on appelait ça les autoroutes de l'information. Peut-être les plus anciens ici se souviennent. Et c'était organisé par un parlementaire qui a été ministre, Popren, peut-être certains s'en souviennent, quelqu'un de tout à fait respectable. Et il avait venir sur la scène 2 personnes. Il y avait d'un côté un journaliste très, très connu qui était éditorialiste à France Inter, et puis d'un autre côté un technologue qui était à l'INA, un polytechnicien, etc. Et je me souviens que le technologue commence à expliquer, il dit, vous savez, ce matin, avec les autoroutes d'information, j'étais à Tokyo. Ensuite, j'étais à New York. Et je me souviens qu'il y avait une journaliste que je connaissais et qui regardait comme ça. Et je lui dis, non, ne regardez pas devant vous, regardez derrière. Le spectacle est derrière. Tout le monde buvait ses paroles, étant estomaqué. Et je dis, mais c'est des fables qu'il raconte, c'est absurde. Et puis, après, il y avait le journaliste qui disait, ah, moi, je ne vais pas vous parler des autoroutes de l'information, mais des chemins vicinaux de la communication. Tous les matins, à la radio, j'ai mes croissants gras sur le papier journal et tout. Et tout le monde pleurait, et le reste de la salle pleurait. Et donc, il y a effectivement cette nostalgie et cet enthousiasme. Alors après, bien sûr, se superpose à cela, avec l'intelligence artificielle, les vieux mythes qui sont extrêmement anciens, qui sont liés à l'idée qu'il y a une forme de transgression, que lorsqu'on crée une machine artificielle, on se met à la place de Dieu et que, bien sûr, on risque une espèce de punition qui est liée à cela. Alors ça, c'est très culturel. On trouve des traces de ces mythes dans la tradition européenne. Moi, je connais très bien, par exemple, le mythe du golem, dont vous avez peut-être entendu parler, mais même plus tard,
On retrouve dans la littérature tout un tas de signaux. Bon, il y a un très beau roman, par exemple, Les Futurs de Villiers-L'Isle-Adam, où vous avez le roman Roure où le terme robot a été inventé. Oui, partout, il y a une espèce de malédiction qui est liée à cette création. Mais bien sûr, ça n'est pas universel. Dans d'autres cultures, par exemple au Japon, il n'y a pas du tout la même chose. Alors, vous avez parlé du mythe de la singularité. C'est un ouvrage, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais que j'ai écrit pour essayer de montrer qu'un certain nombre de ces fantasmes n'étaient pas fondés. Et j'ai établi un parallèle entre la crainte qu'on pouvait avoir des technologies, en même temps l'imaginaire qui nous laisse entendre que ces machines vont nous permettre de nous réparer, de transférer notre conscience dessus, puis de poursuivre une vie dans un corps d'emprunt. Et j'établis un parallèle entre ça et puis des spiritualités qui sont nées à la fin du 1er, 2e siècle après Jésus-Christ, les gnoses. Et donc, j'explique ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais ce qui m'avait intéressé, c'est que le livre a été traduit en japonais, et quand je suis allé au Japon, des journalistes m'ont dit, mais nous, ça nous intéresse parce que les gnoses, on ne sait pas ce que c'est. Et donc, ça montre bien qu'effectivement, il y a des arrière-fonds culturels qui sont extrêmement différents et qui expliquent peut-être qu'en Europe, il y a une crainte vis-à-vis de la technologie. Tout le monde craint, par exemple, que les robots nous mettent au chômage, or qu'au Japon, c'est l'inverse. On a peur que la population vieillissante ne soit pas suffisante pour subvenir aux besoins futurs. Et le seul espoir, c'est que des robots puissent s'occuper des personnes âgées. Ce qui est intéressant avec le Japon, c'est que comme le shintoïsme a beaucoup, évidemment, d'influence dans la manière dont les Japonais vivent et interagissent avec les objets vivants et les êtres vivants et non vivants, il y a une place en fait qui n'existe pas véritablement dans notre culture pour penser un lien qui pourrait être un peu émotionnel, ou en tout cas un lien qui dépasserait simplement la raison et qui pourrait nous lier à notre maison, à une montagne, à un caillou, à des choses qui, à proprement parler, ne sont pas vraiment de l'ordre du monde du vivant, mais qui, pour le coup, existent quand même dans leur système de relations et qui leur permet, en fait, assez naturellement d'envisager qu'il puisse être possible de nouer des relations en dehors de cette question de la domination et de la transgression que vous soulignez et qui est très présente chez nous, et du coup d'envisager un futur forcément un poil plus désirable que celui que nous on se représente. Et puis faut pas non plus mésestimer le poids d'être un pays qui n'a pas d'armée et qui développe une technologie dans un cadre qui n'est pas un cadre militaire, et donc en sortant un peu la perspective de l'usage militaire de cet outil-là, du champ de la projection. Et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Enfin, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà vu Astro Boy, qui est un animé qui raconte un petit enfant qui n'en est pas un, en fait, robot, qui vient en fait au secours de l'humanité. Nous, on n'a pas du tout de récit dans lequel un robot gentil vient au secours de l'humanité. En général, au mieux, il vient réparer des trucs qu'il a lui-même un peu déréglés. Mais c'est donc oui, c'est assez passionnant quand on rentre dans ces imaginaires-là de se rendre compte à quel point ce qu'on prend comme un acquis et quelque chose de quasi universel ne l'est pas du tout ailleurs. Et en termes de vocable, c'est intéressant. Vous parliez de robots, rure. Peut-être que vous pouvez en rappeler l'étymologie, parce que tout ça, rien que la traduction de robot, ça explique aussi notre rapport complexe aux machines. Oui, le terme robot a été inventé il y a un peu plus d'un siècle, en 1920, par un dramaturge tchèque. En réalité, c'est son frère qui l'a inventé, mais qui était ingénieur, et donc il a repris le terme. Ce sont des travailleurs artificiels. Ça vient de rob. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les langues slaves. Moi, j'ai fait un peu de rythme. Rabotat, c'est travailler. Rabot, c'est un petit travail. Et rob, c'est aussi la tâche, la corvée. Et ce sont donc des esclaves artificiels. Et l'histoire, c'est celle d'un ingénieur. Le titre, la pièce Rossum Universal Robot, c'est l'ingénieur Rossum qui fabrique ces machines qui vont travailler à la place des hommes. Nous sommes en 1920, il y a un arrière-fond un peu marxiste dans lequel les êtres acquièrent leur dignité par leur travail. Et en force de travailler, ces machines acquièrent en dignité ce que les hommes perdent en dignité du fait de leur oisiveté.
et à la fin de la pièce, les robots prennent le pouvoir. Et ce qui est intéressant, ouais, c'est que ce qui est dit il y a un siècle, les fantasmes sont un peu du même ordre aujourd'hui. Mais la notion d'automate est bien plus ancienne. Enfin, je l'ai rappelé en mentionnant le mythe du golem. Je ne sais pas si vous savez, c'est une histoire qui a été inventée. On raconte que c'est un très célèbre rabbin tchèque qui l'aurait fabriqué à partir de la boue. Alors, dans l'imaginaire mosaïque, vous savez que Dieu fait l'homme avec de l'argile, donc c'est la même idée. Donc ça veut dire que l'homme refait l'œuvre divine. Et cette statue, alors golem en hébreu, c'est une masse informe. D'ailleurs, c'est vraiment quelque chose de très gros, les représentations qu'on voit. Si vous allez à Prague, vous en verrez certainement. Et l'une des légendes, c'est qu'est écrit sur le front du golem un mot en hébreu, émet, qui veut dire vérité. La première lettre, c'est un aleph, et ce que on dit, c'est que le golem aurait pris un couteau, qu'il aurait gratté la première lettre, ce qui donne met, qui veut dire mort. Et ça vous donne une idée de cette ambivalence qui est derrière ces êtres. Mais bien sûr, c'est l'univers judéo-chrétien dans lequel nous vivons, et pas du tout celui dans lequel vivent les Japonais, les Chinois, les Coréens. Et j'y suis allé ces derniers mois, et je peux vous assurer que là-bas, il y a un grand enthousiasme pour la technologie. Vous avez des petits robots partout, dans tous les restaurants, beaucoup plus qu'ici, même si ce sont des robots qui ne sont pas beaucoup plus perfectionnés que ceux qu'on voit ici, on peut les voir, mais il y a un grand enthousiasme. En même temps, technologiquement, oui, il n'est pas certain qu'il soit meilleur que nous, parce que, par exemple, le laboratoire de Sony, société japonaise, et dans le 5e arrondissement à Paris. C'est là où on a beaucoup développé d'outils pour la musique, etc. Donc ce n'est pas une question de performance technologique, mais c'est juste une question d'empathie pour ces machines. Et ce qui ne signifie pas non plus qu'ils ne se posent pas évidemment plein de questions sur le devenir et qu'ils n'ont pas aussi quelques réticences parfois. Parmi, je pense, les récits auxquels tout le monde naturellement associe l'intelligence artificielle, il y a Frankenstein, de Mary Shelley. Frankenstein, c'est quand même l'histoire d'une créature qui est née de l'électricité, qui apprend des hommes la philosophie et la violence et qui finit par se retourner contre l'homme. C'est vraiment un des mythes, en tout cas un peu fondateur de notre rapport à ces créatures artificielles d'électricité, quoi, qui aujourd'hui structurent beaucoup la manière dont on se pose ces questions-là. Alors, dans le cas de Frankenstein, c'est un tout petit peu différent, en ce sens où c'est l'électricité, mais c'est de la chimie. Parce que c'est un corps qui est réanimé après sa mort, et donc qu'on fait revivre, et à qui, il arrive plein de mésaventures. C'est d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le lire, je vous encourage à le faire. C'est une magnifique histoire écrite par Mary Shelley, qui avait 19 ans. Très, 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 très jeune. Après, elle l'a retravaillé avec son mari. Puis ils avaient fait une espèce de concours, mais c'est une histoire tout à fait extraordinaire. Mais effectivement, ça fait partie de tous ces mythes. Mais il y en a, sur celui-là est très connu, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont vraiment passionnants. Les automates sont très présents dans la littérature au 19e. Il y a des pièces de théâtre où il y a des automates, etc. Léon Séléna de Bruckner. Alors là, c'est l'inverse d'ailleurs. Ce sont des personnes qui se font passer pour des automates. Oui, c'est à l'origine, Marc Shelley, c'est un concours de nouvelles, notamment avec Lord Byron. Et les premiers automates, parmi ceux que l'on connaît en France, il y a eu ceux qui ont été réalisés par Jacques de Vaucanson, qui sont magnifiques au XVIIIe siècle. Et puis les automates de Droz en Suisse. J'ai eu la chance cette année d'aller un peu en Suisse. C'est magnifique, les automates de Droz, si vous pouvez les regarder, parce que c'est des automates qui sont programmables et qui peuvent... Alors, il y en a 3. Il y en a un il y a une pianiste. Il y en a un qui dessine et qui fait des très beaux dessins. Et puis il y en a un 3e qui écrit. Et on peut bien sûr lui indiquer qu'est-ce qu'on veut écrire. Et du coup, si on fait un petit bond dans le temps, ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est que c'est le même principe un peu d'imitation, mais sauf qu'on a appelé ça intelligence artificielle. Alors, le terme en lui-même
comme pour robot, il a beaucoup conditionné la manière dont on envisage cette technologie. Il a été inventé, ou en tout cas, on a décidé d'utiliser ce terme-là pendant une conférence en 1956, qui s'appelle la conférence de Dartmouth. Et c'est un peu un coup marketing de génie, parce qu'il y a quelque chose de fondamentalement transgressif dans le fait d'appeler ça intelligence artificielle. Et c'est ce qui a fait aussi tout le succès, en tout cas l'attention médiatique dont a bénéficié cette technologie balbutiante au début, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle d'hiver et de printemps de l'intelligence artificielle, de moments où il y avait une couverture médiatique importante et puis un peu qui redescendait un petit peu en fonction des périodes. Mais du coup, ce terme intelligence artificielle, vous y consacrez une partie importante de ce petit livre sur est-ce que c'est vraiment de l'intelligence ? Alors, d'abord, l'objectif, qui est de fabriquer une machine qui simule la pensée, est assez ancien. Il remonte au XVIIe. Par exemple, Blaise Pascal fabrique une machine qui fait des calculs et qui reproduit, en tout cas lui pense que ça reproduit certains aspects de la pensée, même s'il sait que ça n'épuise pas la pensée. Puis ensuite, alors je passe toutes les étapes, mais il y en a beaucoup au 19e avec Ada Lovelace, qui pense que la machine de Babbage, qui est le concept d'ordinateur, va permettre de traiter de textes et de la musique. Et puis ensuite, il y a d'autres tentatives. Je les passe pas en détail ici, mais surtout, ce qui est important, c'est au milieu du XXe siècle, la naissance de ce qu'on a appelé la cybernétique. Peut-être que vous en avez entendu parler. C'est donc en 1943, puis ensuite le terme, lui, est inventé un tout petit peu plus tard, en 1946. Et l'intelligence artificielle vient 10 ans plus tard de jeunes gens qui, pour certains, avaient eu des liens avec la cybernétique. Alors pourquoi ils ont fait ça, on ne sait pas très bien, parce qu'effectivement c'est un coup marketing, ça a beaucoup plu, mais en même temps, ce que j'ai cru comprendre, c'est que Norbert Wiener, qui était le père de la cybernétique, était une figure un peu pesante, et donc c'était des jeunes gens qui voulaient s'en dégager un peu. John McCarthy, il avait 28 ans à l'époque, Marvin Minsky aussi, et il y a peut-être aussi cette raison-là. Alors bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que le terme intelligence est ambivalent. J'essaye de rappeler dans ce petit livre, pour un public large, d'expliquer ce que c'est l'intelligence, au sens où on l'entend lorsqu'on introduit le terme intelligence artificielle. Alors c'est un malentendu parce que l'intelligence, c'est un terme très polysémique. Mais il y a au moins 3 sens qui sont importants pour nous. C'est d'une part l'esprit. Alors, est-ce qu'on fabrique des machines douées d'esprit ? Non, c'est pas tout à fait ça. Alors ça peut être l'intelligence au sens de l'ingéniosité. Ce qui se passe quand on dit d'un élève qu'il est intelligent. Et j'insiste sur la différence entre l'intelligence au sens d'esprit, parce que lorsque on dit d'un élève qu'il est intelligent, on sous-entend qu'il y en a d'autres qui sont moins intelligents, mais celui qui n'est pas intelligent, personne n'a dit qu'il n'avait pas d'esprit. Donc, vous voyez, et on distingue ce qui est animé, ce qui n'est pas animé, ce qui peut être doté d'un esprit. Voilà. Et puis ensuite, il y a un sens qui a été introduit à la fin du XIXe siècle par des philosophes positivistes qui voulaient essayer de mieux comprendre ce qu'était l'esprit. Et à ce moment-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décomposé l'esprit en facultés mentales. Alors, cette psychologie des facultés existe depuis très longtemps. Elle avait été introduite au XVIIIe siècle. Elle a été reprise à la fin du XIXe. Et l'idée, c'est qu'on pouvait, avec les sciences physiques, essayer de faire des tests, mieux comprendre. Alors, qu'est-ce que sont ces facultés ? C'est le raisonnement, c'est la mémoire, c'est la perception, c'est le langage. Et on peut essayer, par exemple, sur la perception, faire des tests pour voir comment les personnes réagissent à telle ou telle chose, ou sur la mémoire, comment elles mémorisent, etc. Et on a en France un très grand philosophe qui s'est beaucoup intéressé à cette question-là. Je ne sais pas si vous connaissez son nom, Hippolyte Taine. Vous avez entendu parler de lui ? Et bon, il est connu parce qu'il a parlé des voyages en Italie, entre autres. Il a écrit un très gros traité en 2 tomes qui s'appelle « De l'intelligence ». C'est ce sens-là qui est retenu en intelligence artificielle. Alors, bien sûr, c'est un peu plus tard, 60-70 ans plus tard. Et quel était l'objectif ? C'est d'utiliser ces objets nouveaux qui étaient les ordinateurs pour essayer de simuler ces différentes fonctions cognitives. Bon, moi, je trouve que c'est passionnant, parce qu'ensuite, on peut confronter ces simulations avec la réalité.
Ce qui a donné naissance ensuite, entre autres, aux sciences cognitives. Et puis derrière, comme c'était aux États-Unis, il y avait aussi un objectif pragmatique. Ils se sont dit, on peut gagner de l'argent avec. Disons. En réalité, dire de façon plus honnête, leur idée, c'est on peut résoudre des problèmes, on peut aider la population. Et donc l'idée, c'était d'introduire ces simulations à l'intérieur de technologies. Très tôt, l'objectif était présent. Il était déjà présent à la cybernétique, mais il l'était encore plus avec l'intelligence artificielle. Et je crois que c'est important d'expliquer ça, parce que c'est vrai que dans le grand public, enfin moi, pendant très longtemps, et d'ailleurs ça, tous les jours, on parle de l'expression des intelligences artificielles ou une intelligence artificielle. Et c'est un tout petit peu trompeur, parce que ça laisse entendre que nous avons un objet qui serait animé d'intelligence, qui aurait un esprit. Or, l'intelligence artificielle, il y en a une seule. Oui, c'est une discipline scientifique. Alors, ce qu'on veut dire lorsqu'on dit des intelligences artificielles, en réalité, c'est un court-circuit. Pour l'idée, c'est une entité qui s'anime, qui a éventuellement capteurs, et puis ensuite qui a des actions. Alors, on a un terme qui désigne ça, qui est le terme d'agent. Ce sont des agents. Alors ce terme, bien sûr, ne sont pas des agents au sens philosophique, parce qu'un agent philosophique, il est à l'initiative de l'action. Là, ce sont des entités matérielles qui sont programmées, mais c'est repris à partir de l'économie. Vous savez, quand on parle d'agent économique, c'est exactement ça. Et on projette sur ces dispositifs justement ces agents. Alors, je crois que c'est important de bien comprendre le sens des termes, parce que sinon, effectivement, dans le grand public, il y a des malentendus. Alors moi, vous savez, je vous ai dit, je fais de l'intelligence artificielle depuis longtemps. Quand j'ai commencé, peu de gens connaissaient. Puis ensuite, il y a eu une mode de l'intelligence artificielle. Et je me souviens qu'à l'époque, beaucoup de gens me disaient « Est-ce que vous y croyez ?» Moi, je n'y comprenais rien, parce que je suis doctorant, chercheur, je vais dans mon labo, je fais des expériences, je publie des papiers. Et j'ai compris, effectivement, quand il me disait « Est-ce que vous y croyez ?» Il me disait « Est-ce que vous pensez qu'un jour, les machines auront vraiment un esprit ?» Et c'était pas du tout ça. Alors, il y a un point que je voulais aussi mentionner ici, c'est que vous avez parlé des hivers de l'intelligence artificielle. Alors, là, je crois médiatique. Voilà, les hivers médiatiques. Parce qu'il faut relativiser un tout petit peu les choses. On a eu effectivement, au moment de la création de l'intelligence artificielle, un certain enthousiasme. Alors, c'était limité aux spécialistes. Et puis surtout, il y a eu des déclarations faites par les pionniers de l'intelligence artificielle, parce qu'ils avaient obtenu des résultats qui étaient impressionnants. On faisait de la démonstration automatique de théorèmes. Et en particulier, donc, Herbert Simon, qui va devenir en 75 prix Nobel d'économie, donc c'est pas n'importe qui, a déclaré en 58, dans 10 ans, les ordinateurs l'emporteront sur les champions du monde. Dans 10 ans, les ordinateurs composeront de la musique, etc. Alors, tout le monde, bien sûr, a été ébahi par ça. Puis quelques années plus tard, les promesses n'étaient pas au rendez-vous. C'est-à-dire que les machines n'ont pas emporté tout de suite. En 65, je crois qu'il y a eu un ordinateur qui a été battu par un enfant de 10 ans au jeu d'échecs. Alors certes, c'était peut-être un bon joueur, mais quand même, on était loin de battre le champion du monde. Mais on l'a battu après. Vous voyez, c'était une question de temps. De même sur la composition musicale. Donc tout ça, ça a donné peut-être... Ça a jeté un tout petit peu le discrédit. Mais ce qui a le plus jeté le discrédit, c'était la traduction automatique. Parce qu'on a commencé à faire de la traduction automatique avant l'intelligence artificielle, en 1949, très très tôt, avec des outils. Et l'idée, c'était de partir d'un dictionnaire avec un mot dans son contexte et de regarder son équivalent dans une autre langue. Et en 64, il y a eu un rapport de linguistes auprès du Sénat américain qui ont dit « Les résultats de la traduction automatique sont désastreux. On ne peut pas continuer de cette façon-là parce qu'il faut introduire de la connaissance linguistique. » Et donc, on a arrêté toute la traduction automatique. Donc, effectivement, il y a eu un relatif, disons, discrédit. Mais quand on regarde dans le détail, on se rend compte que les recherches ont poursuivi. Et que, par exemple, les premiers chatbots, vous avez entendu parler des chatbots, ça date de quand? De 65. Ouais, en plein dans le départ de l'hiver de l'intelligence artificielle. Et puis ensuite, les premiers travaux sur le traitement de la langue, c'est à cette époque-là. De même, en France, en 72, vous avez la naissance du langage Prologue. C'est un langage de l'intelligence artificielle. Donc, c'est très difficile de dire... Alors, c'est vrai qu'il y a eu des pics médiatiques, et ensuite, il y a eu un immense pic médiatique à la fin des années 70, au début des années 80, avec ce qu'on appelait les systèmes experts. Puis ensuite, il y a eu un nouveau pic médiatique en 86. Oui, c'est quand même pas tellement après, parce que il y a eu un effet de traîne, et c'était avec les premiers réseaux de neurones formels. Et puis ensuite, il y a eu le web, qui a conduit à avoir beaucoup d'applications de l'intelligence artificielle. Donc,
quand on parle d'hiver, quand on regarde vraiment, on se rend compte qu'il n'y a pas tellement d'hiver de l'intelligence artificielle. Mais il y a des moments, effectivement, où la discipline est particulièrement en pointe. C'est plutôt ça. Ce que je vous invite à faire, si vous avez l'occasion, c'est d'aller chercher un peu dans les archives la manière dont on parlait justement de ces questions d'intelligence artificielle dans les années 50, 60. J'étais tombée sur une archive du Monde qui datait de 59, dans laquelle il y avait un journaliste comme ça qui parlait de machine à penser. Donc c'est assez mignon comme tournure. Et qui concluait son article en disant, voilà... On n'arrête pas de dire que ces machines à penser ne composeront pas de sonates et ne pourront pas composer de romans. Et qu'à ce titre-là, elles ne seront jamais l'égale des hommes. Mais il y a quand même beaucoup de gens parmi nous qui ne composent pas de sonates et qui n'écrivent pas de romans et qui aiment à se penser qu'ils sont quand même humains. Et c'est en 59 et il souligne déjà cette question-là. Donc, quelque part, on continue sur cette traîne à se poser les mêmes questions. Et ce que vous venez de rappeler, Monsieur Guénassia, c'est important aussi pour comprendre le terme intelligence générale. Parce qu'on parle beaucoup, je ne sais pas si vous avez entendu, voilà, d'intelligence générale. Alors ça peut être intelligence forte par rapport à l'intelligence faible, l'intelligence générale, pour dire ce moment justement où, en fait, la machine prendrait conscience, la fameuse singularité à laquelle vous avez dédié un ouvrage. Cette question d'intelligence générale, en fait, aujourd'hui, elle phagocyte beaucoup des questions qu'on se pose, parce qu'on passe tellement de temps à se demander si on va se faire remplacer par des machines conscientes qui en auront marre de la manière dont on traite notre planète, que finalement, ça nous empêche aussi de penser beaucoup de questions. L'intitulé de cette table ronde, c'est comment est-ce que l'imaginaire de l'IA peut se mettre au service du bien commun. Et je pense que ce qui est important, c'est de rappeler que l'imaginaire, ça a aussi beaucoup d'effets de réel. Et que je sais pas si vous avez en tête le fait qu'il y a énormément d'ingénieurs qui disent qu'ils ont travaillé à essayer de réaliser les choses qu'ils voyaient dans les œuvres de science-fiction qu'ils lisaient ou qu'ils regardaient quand ils étaient enfants. Star Trek étant l'œuvre la plus citée devant toutes les autres de gadgets en tout genre que les chercheurs du monde entier ont essayé de faire advenir. Je pense aussi à Retour vers le futur avec son overboard. On n'est toujours pas encore arrivé, mais ça finira par se produire. Mais ces représentations, elles ont des effets de réel concret. On en parlait tout à l'heure avant le début de cette conférence, dans les travaux préparatoires de la Commission européenne. Vraiment préparatoire, parce que c'est un document qui date de 2016. Il commençait à se poser la question de l'intelligence artificielle, donc bien avant l'arrivée des large language models dont on discutera tout à l'heure. Mais dans ce petit document préparatoire, parmi les idées qui étaient ressorties en proposition à intégrer dans le texte définitif, il y avait, tenez-vous bien, et si on mettait les 3 lois de la robotique d'Asimov? Ok. Si on mettait donc un principe inventé dans un roman, qui ne fonctionne pas, puisque c'est quand même tout l'objet de l'œuvre en question, et si on l'utilisait pour en faire un principe de droit pour de vrai. C'est un peu gênant. Donc les effets de réel, ils sont là, en fait, on les constate, et c'est à ce titre-là aussi que se poser la question de l'imaginaire et comment est-ce qu'il peut servir positivement la société, c'est aussi interroger ces effets de réel. Et ça permet, et c'est peut-être la question que je vous pose, ça empêche cette question de la singularité et de l'avènement possible ou pas de l'intelligence générale, de se poser plein de questions concrètes qu'on a besoin de se poser aujourd'hui. On parlait tout à l'heure des biais notamment, mais c'est, je pense, une toute petite part des questions qui nous attendent, mais qui sont des questions que la société a besoin de soulever et qui sont beaucoup plus prégnantes et directes que celles de l'IA générale. Oui, peut-être pour réagir un peu en écho à ce que vous venez de dire, j'ai été invité il y a quelques mois, vous pouvez le retrouver, à Rambobina. Et vous avez 3 archives filmiques. Alors la première, c'est Albert Ducrot. Il est tout jeune, c'est en 57. Et il montre les premières renardes, hein, ces petits robots. Vous vous rendez compte d'ailleurs que ça n'a pas fait beaucoup de progrès, hein, ça marche déjà très bien. Enfin, et il explique de façon extrêmement pédagogique. Puis après, vous avez une bande de 72. Alors là, elle est extraordinaire parce que ça commence avec quelqu'un qui s'appelle Pierre Aigrin. Vous savez qui est Pierre Aigrin, hein, qui a été ministre de la Recherche sous Giscard d'Estaing. Et alors, il est à la télé avec sa pipe. Hein, ça ne se ferait plus aujourd'hui. Hein, il fume comme ça. Et l'intelligence artificielle dit ça n'existe pas, c'est pas possible, on peut pas. C'est drôle comme tout.
Et puis ensuite, après ça, il y a des interviews d'un certain nombre de chercheurs américains ou franco-américains qui nous expliquent ce que c'est. Ouais, et il y a entre autres John McCarthy qui est présent, vous pouvez le voir, hein, il est tout jeune. Et puis il y a quelqu'un qui s'appelle Negroponte, qui est important parce qu'il est venu en France. Après, c'est un grec qui parle bien le français. Et qui raconte d'ailleurs une histoire que moi j'ai trouvée extraordinaire. Il écrit aux journalistes, aux hommes politiques et au prix Nobel. Il leur dit: qu'est-ce que vous pensez si la machine découvre des choses extraordinaires? Est-ce qu'on pourrait lui donner le prix Nobel? Alors, je trouve que c'est drôle parce que les gens ne lui ont pas répondu. Je me suis amusé, j'ai écrit une chronique là-dessus. C'est vrai que la question peut se poser aujourd'hui puisqu'on donne des prix esthétique à des machines. Donc effectivement, et puis alors oui, la troisième bande d'archives qui est extraordinaire, c'est avec les frères Bogdanov. Parce que on est en 82 et ils imaginent dans 20 ans que les robots prennent le travail de tout le monde. Ils inventent. Alors ils ont 2 scénarios et l'un c'est avec le télétravail, etc. Je vous le rentre pas dans le détail. Mais effectivement, on voit que cet imaginaire lié à la machine est présent, très largement présent depuis très longtemps. Et ce qui se produit, bien sûr, c'est que les avancées technologiques actuelles l'alimentent encore plus et lui donnent encore plus de poids. Mais dès le départ, on a à la fois ces projections sur le futur, ces réticences, et en même temps cet enthousiasme ou cette idée que tout d'un coup, la machine va prendre complètement la place de l'homme, qu'elle va avoir une conscience, qu'elle va être intelligente. On a évoqué le terme intelligence artificielle générale. Alors là, peut-être, on pourrait juste en parler un tout petit peu, parce que cette idée est problématique. Je vous ai dit, l'intelligence au sens où on l'utilise en intelligence artificielle, c'est le concept qui a été introduit à la fin du 19e siècle, selon lequel on peut étudier les différentes facultés mentales et que l'intelligence est la résultante de toutes ces facultés mentales. Tandis que l'idée d'intelligence artificielle générale, c'est une idée très différente. C'est l'idée selon laquelle il y a une corrélation, qu'il y a une substance commune qui est celle d'intelligence. Or ça, les études scientifiques, depuis très longtemps, et en particulier depuis qu'on fait de l'imagerie fonctionnelle cérébrale, montrent que c'est totalement faux. C'est-à-dire que les individus sont différents, les cerveaux sont différents selon l'éducation, selon l'origine, etc. Et donc, il n'y a pas d'intelligence générale. Ça n'existe pas. Il n'y a pas le QI, c'est utilisé, ça a été utilisé et introduit par Binet au début du XXe siècle pour essayer de catégoriser les enfants, et puis ensuite ça a été réutilisé par les Américains pour le débarquement, enfin pour les questions. Ensuite ça a été réutilisé un peu partout, mais on sait très bien les faiblesses du QI. Donc j'insiste là-dessus, c'est une fable. Mais cette fable, ce qui est étonnant, c'est qu'elle a une très grande présence. Et quand vous lisez des rapports, vous voyez que des rapports importants, alors ça peut être les rapports de la Commission européenne. Là, j'ai été invité en Chine, à la fin du mois d'août, à une conférence sur l'importance et le rôle de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et au début, justement, ils font référence à l'intelligence artificielle générale. C'est quand même bizarre, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. Et puis, vous avez des très grands acteurs du numérique qui nous expliquent que si on n'y prend pas garde, tout d'un coup, les machines vont constituer un risque existentiel pour l'humain parce qu'elles vont prendre d'elles-mêmes le pouvoir. Et là encore, bien sûr, les bras nous en tombent parce que ça n'est fondé sur rien. Et ce qui est le plus étonnant encore, c'est que ce sont les industriels qui utilisent et qui fabriquent l'intelligence artificielle qui nous expliquent qu'elle est dangereuse. Alors ça, bien sûr, ça mérite un tout petit peu de réflexion. On peut se demander pourquoi ils font ça. Par exemple, Elon Musk nous dit, attention, je m'inquiète beaucoup. Et alors lui, il a une solution, parce que c'est un homme très généreux, vous le savez. Et il nous dit, j'ai une société que j'ai montée, on va fabriquer des petits dispositifs électroniques, on va vous mettre dans la tête, comme ça on va augmenter vos capacités cognitives pour permettre de rivaliser avec l'intelligence artificielle. Donc, après, vous pouvez en penser ce que vous voulez. C'est vrai qu'on peut s'inquiéter quand même. Vous vous souvenez, il avait, je crois, il y a un peu plus d'un an et demi, en mars 2023, signé un appel au moratoire sur l'entraînement des outils, des gros modèles de langage. Il nous disait parce que c'est dangereux, etc. Et puis, 15 jours après, il nous disait, en fait, le vrai danger, c'est que les outils d'OpenAI sont entraînés et ils sont trop woke.
Donc moi, je vais vous faire un autre outil, parce que j'ai une autre boîte, et vous allez voir, il va dire la vérité. Il a dit, c'est trop le GPT. Donc à la fois, il était moratoire pour les autres, et puis pour lui, il voulait quand même le développer. Ouais, c'est comment dire, un numéro de claquette de pompier pyromane qui est assez classique et qui permet aussi d'installer l'idée que finalement c'est inéluctable. C'est-à-dire que si vous commencez à réfléchir à la manière dont vous allez faire en sorte de ne pas vous installer cette idée que de toute façon ça va advenir, qu'il faut se préparer, que l'urgence c'est de se préparer à comment on va tous réagir une fois que ça va advenir, et du coup encore une fois, ça empêche de poser des questions qui sont très importantes, mais qui sont des questions de société et d'organisation. Est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser des outils d'intelligence artificielle pour calculer les risques de récidive de quelqu'un qui sort de prison ? C'est gênant quand on se rend compte qu'en fait, ces risques de récidive, ils sont considérés comme étant beaucoup plus élevés si vous êtes noir que si vous êtes blanc, et qu'en fonction de ça, aux États-Unis, en ce moment, il y a des gens qui ne peuvent pas sortir de prison parce qu'il y a des outils qui disent qu'ils ont un risque plus important selon leurs calculs. C'est gênant quand c'est utilisé dans les assurances pour savoir quel risque vous constituez. C'est gênant quand c'est utilisé dans notre vie de tous les jours. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on parle d'intelligence artificielle, globalement, aujourd'hui, avec nos mythes, on voit deux choses. Soit un agent conversationnel. Voilà. Donc là, on est en plein dans Heure, si vous avez vu le film. Et donc, on se pose plein de questions de est-ce que je peux tomber amoureux d'un robot ? Est-ce qu'on va pouvoir se marier avec un agent conversationnel, avoir des discussions ? Parce qu'il y a quelque chose de transgressif aussi dans le fait de maîtriser le langage. Enfin, c'est un peu la dernière claque et un peu révolution de ces dernières années, à partir de 2018, et puis encore pire avec 2022 et l'arrivée de ChatGPT, c'est que tout d'un coup, c'est ce qui nous semblait être le propre de l'homme, le langage, est feint par des machines, ce qui est extrêmement perturbant. Mais du coup, dans nos esprits, globalement, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est soit un robot humanoïde, alors Android ou Andréide, en fonction de ce que vous avez regardé ou ce que vous avez lu comme roman, soit un agent conversationnel. Et la réalité, c'est qu'en fait, c'est dans Parcoursup, c'est dans les logiciels des banques, c'est dans des choses qui sont dans les téléphones portables pour vous aider à prendre des bonnes photos. C'est des petites choses à des endroits où on ne les questionne pas. Et cette absence de questions, cette absence d'encadrement et la difficulté que représente le fait de l'encadrer, c'est très pratique d'avoir quelque chose à agiter du style l'IA générale, on va tous mourir, préparez-vous, sinon l'humanité va disparaître. Et alors, juste, puisqu'on parlait de ces gros modèles de langage, il faut bien comprendre que c'est très étonnant, parce qu'on a utilisé les réseaux de neurones formels pour apprendre les relations statistiques entre les mots, et à partir de ça, on est capable, si vous donnez une suite de mots, de trouver le mot suivant, puis le mot qui suit, etc., etc. Et ce qui est généré, ce sont des phrases bien construites. Alors ça, nous, des gens de ma génération, ça nous a bluffé, parce que quand on a commencé à faire du traitement automatique de la langue, on pensait qu'une langue, c'était un lexique et une grammaire, et de la sémantique. Et on pensait qu'il fallait des connaissances. Je vous ai parlé des effets du début de la traduction automatique. Et le fait qu'ensuite, on a dit, effectivement, les premières tentatives sont vouées à l'échec. Et ce qu'on a, à partir des années 2005, fait, c'est qu'on a fait de la traduction en utilisant des bitextes qui étaient... c'était surtout des Canadiens, parce qu'ils avaient les textes anglais et français. Et à partir de ces bitextes, ils prenaient chaque mot, ils regardaient comment on pouvait trouver son équivalent dans l'autre langue, et ils obtenaient des très grandes traductions. Et là, il y avait un employé de la société IBM au Canada qui a dit « Chaque fois que je vire un linguiste dans mon équipe, les performances de mon système augmentent. » Ce qui voulait dire... Et bon, c'était quand même assez grossier et tout, mais... ce dont on se rend compte avec les modèles de langage, alors là c'est vertigineux, parce qu'on entraîne ça sur des centaines de milliers d'ouvrages, c'est à peu près le 10e de la Bibliothèque nationale de France, avec des réseaux de neurones énormes qui contiennent des milliers de milliards de connexions, c'est vertigineux, et les résultats sont absolument époustouflants. Mais ça vous donne des phrases qui sont syntaxiquement correctes, et ça a un certain à-propos. Donc ça marche bien pour faire un agent conversationnel, mais ce que ça raconte est totalement faux, il n'y a pas de vérification. Alors pour vous donner une idée, parce qu'il y a plein de légendes, il y a quelques jours, je vous raconte, je peux parce que c'est savoureux, un lecteur de mes chroniques dans Sens et Avenir me raconte une histoire. Il donne un verre du Belay et il demande à ChatGPT de quel sonnet ce verre et de quel auteur ce verre vient. Et ChatGPT lui dit « Oh, ça vient du lac de Lamartine ». Alors c'est drôle parce que le lac, c'est pas un sonnet.
Et puis Lamartine, je ne suis même pas sûr qu'il ait écrit des sonnets. Peut-être, mais pas beaucoup. Il n'est pas réputé pour avoir écrit des sonnets. C'est un poète lyrique. Et donc, il donne le poème. Et en fait, tout le début, c'est le lac. Et il rajoute 2 strophes. Alors après, il demande à Gemini. Il lui dit d'où ça vient. Et Gemini dit pas de problème, c'est l'olive du Bellay. Il lui dit mais quel est le texte? Il dit je peux pas vous le donner, c'est trop long. Bon, ce qui est drôle parce qu'un sonnet c'est quand même pas très long. Et puis il y a des droits d'auteur. Bon, c'est quand même incroyable. Et après, il lui dit mais votre collègue ChatGPT me dit que c'est Lamartine. Il me dit ah oui, peut-être, vous savez, peut-être que du Bellay a été influencé par Lamartine ou qu'il a copié Lamartine. Alors, il dit oui, mais le problème c'est que Lamartine a vécu après. Il dit ah ben vous avez raison, effectivement, Lamartine est du 19e siècle et du Bellay est du 17e. Oui, c'est ça, je veux dire, tout est absurde. Ça continue comme ça. Voilà, ça vous donne une idée, effectivement. Ça vérifie pas, ça fait des erreurs de logique, et donc il faut être extrêmement prudent. Mais donc, quand on nous dit c'est de l'intelligence artificielle générale, bon, on est vraiment loin du compte. Quand on vous dit ah oui, mais la version d'après, oui, mais ça c'est, je veux dire, c'est toujours une spéculation sur le futur. C'est important de mentionner. Mais en même temps, comme Élise le dit, je crois que c'est vraiment important, ça transforme complètement la société. Et la première transformation, ce que vous savez peut-être, c'est que le web que tout le monde utilise, et ça on ne le sait pas, c'est le couplage des réseaux de télécommunications et de l'hypertexte. Le HTTP. Et l'hypertexte, c'est un modèle de mémoire, donc vous voyez, c'est une fonction cognitive qui est simulée avec des outils informatiques, et qui plus est, les premières versions de l'hypertexte étaient programmées avec des techniques d'intelligence artificielle. C'était la programmation en liste, c'était en 65. Donc on fait tous de l'intelligence artificielle tous les jours sans le savoir. Et pour cette question du bien commun, on y arrive progressivement, comment on peut mettre cet imaginaire et cette IA au service du bien commun, c'est une des questions qui a traversé le dernier numéro qu'on a sorti avec Ouzbek Erika, donc qui s'appelle Intelligence artificielle, 10 propositions pour reprendre le contrôle. Et ce qu'on a évacué tout de suite, histoire de rebondir sur ce qu'on racontait, c'est la question de l'intelligence générale. C'est-à-dire, pour que ça phagocyte pas tous les débats qu'on se pose, on en a fait un chapitre à part en se demandant comment est-ce qu'on peut faire pour éviter que l'intelligence artificielle générale n'advienne. Et vous avez un chercheur qui s'appelle Yoshia Biangio qui a une proposition relativement irréaliste, mais qu'il est intéressant parfois de contempler, qui consisterait à se dire pourquoi ne pas copier sur le modèle de non-prolifération qu'on a mis en place pour les armes nucléaires et de l'appliquer à l'intelligence générale. Avec cette idée que finalement, le nucléaire, il y a des usages civils, il y a des usages militaires, il y a des usages qui nous posent problème en tant que société, il y en a d'autres qui nous servent bien. C'est un petit peu la même idée avec l'intelligence artificielle. Il part du principe qu'il y a certains composants aujourd'hui qu'on pourrait essayer de réguler un peu comme on le fait aujourd'hui avec l'uranium enrichi. En vrai, ça fonctionne jusqu'à ce qu'on trouve d'autres manières de construire ces outils-là, et c'est pas simple à réguler. Mais voilà, on a évacué un peu cette question dans ce chapitre-là, et après on s'est posé justement toutes ces questions dont je vous parlais, c'est-à-dire les questions qu'on s'empêche de se poser parce qu'on est obsédé par cette question de est-ce que oui ou non ils vont finir par prendre le contrôle sur nous. Et par exemple, parmi les problèmes qui sont soulevés aujourd'hui d'ores et déjà et qui promettent de s'aggraver, il y a la notion évidemment du bilan, la question du bilan écologique que représente le développement massif de l'intelligence artificielle, ce qui a été notre première question, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour rendre l'IA plus frugale. Et en fait, à travers ce dossier, on a pris à chaque fois la question, par exemple, du fait que ça nous conforte dans nos biais, l'intelligence artificielle, l'idée de très bien, si on développe aujourd'hui des doubles numériques, des assistants personnels, des chatbots en tout genre, s'ils commencent à écrire n'importe quoi, à dire n'importe quoi, à agresser des gens, qui est responsable ? Ce qui est une vraie question, celle de la responsabilité, qui est d'ailleurs une question qui s'est posée au Canada il n'y a pas très longtemps, puisque Air Canada, donc la compagnie aéronautique Air Canada, avait remplacé une partie de son service client par un agent conversationnel. Et cet agent conversationnel a ce qu'on appelle halluciné, donc il a inventé totalement une politique de remboursement qui n'existait pas. Voilà. Mais exactement comme ce que vous décrivez. Il y a un monsieur qui écrit au chat et qui dit voilà, j'ai perdu ma mère. Alors il dit je suis désolé parce que il a dû dans ses recettes magiques comprendre que c'est bien de dire qu'on est désolé quand quelqu'un est mort, donc il était désolé. Et il dit mais pas de souci, on a une politique qui permet de rembourser le billet d'avion quand c'est pour aller enterrer quelqu'un. Ok, donc monsieur tout content
enfin, semi-content d'avoir perdu sa maman, mais content qu'on rembourse son billet d'avion, après son vol, dit bah voilà, je voudrais être remboursé. Et alors là, vous avez un humain pour le coup qui finit par reprendre le contrôle et qui la conversation et qui dit mais si c'était remboursé, c'est-à-dire, il dit bah votre service client m'a dit qu'il y avait une politique de remboursement. Il dit alors pas du tout. Et ben moi je m'en fous en fait. Enfin, vous m'avez dit que vous me remboursiez, vous allez me rembourser. Et ben il n'a pas lâché. Il les a emmenés en justice et il a gagné. Il a gagné parce que la Cour a considéré que pas que l'IA était responsable, mais que tout ce qui est publié sur votre site, vous en êtes vous-même responsable et que du coup, à ce titre-là, ça vous rend responsable. Mais cette question de la responsabilité, c'est une question qui est passionnante et qu'on explore, par exemple, dans ce chapitre, en se posant la question de est-ce qu'on pourrait éventuellement penser une responsabilité sans faute. C'est-à-dire que, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont des voitures, si votre voiture, elle explose ou il y a un problème sur un parking et qu'elle endommage la voiture des autres, vous avez un principe de responsabilité sans faute qui s'applique. C'est-à-dire qu'on estime que c'est de votre faute, mais c'est pas vraiment de votre faute. Enfin, c'est la faute de votre voiture. Mais du coup, en fait, il y a un principe d'indemnisation qui se met en place. Bah, de la même manière, certaines personnes réfléchissent à un système qui permettrait, à partir du moment où on est sûr qu'il n'y a pas de malfaçon dans la conception au niveau des fabricants, qu'il n'y a pas de malfaçon dans la manière dont on les a commercialisés et dans les usages, évidemment, parce que si vous vous amusez à utiliser un marteau pour régler vos différends avec votre voisin, vous ne pouvez pas vous retourner contre le fabricant de marteau parce que ça vous a permis d'éclater le crâne de votre voisin. Ça ne fonctionne pas. Mais du coup, une fois qu'on est assuré que tout le monde a respecté les règles qui sont en train d'être fixées, notamment chez nous par l'IA Act côté Union européenne, on pourrait penser du coup une responsabilité sans faute. Et pour faire ça, en fait, on a exploré la fiction. Et c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'on parle imaginaire. Et bien, en fait, on a utilisé la fiction pour se projeter dans qu'est-ce qui pourrait se passer si on ne faisait rien. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme solution qui nous permettrait de régler ce problème à travers du coup 10 thématiques différentes. Je sais que vous n'êtes pas d'accord sur la question de la responsabilité sans faute. Oui, mais c'est pas grave. Mais en revanche, je suis d'accord sur le rôle de la fiction. L'intelligence artificielle a été conçue, développée par des chercheurs qui étaient fascinés par la science-fiction. Marvin Minsky, donc ils étaient 4 au début, donc John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester et Claude Shannon. Donc Claude Shannon, peut-être vous avez tous entendu parler parce que c'est l'homme de la théorie de l'information. Nathaniel Rochester, c'est le directeur scientifique d'IBM. Marvin Minsky et John McCarthy étaient très jeunes à l'époque, ils avaient 28 ans. Et Marvin Minsky se vantait de connaître tous les grands auteurs de science-fiction de sa génération. Il a coécrit un roman de science-fiction. Et lorsqu'il était prof au MIT, les étudiants qui écrivaient des nouvelles de science-fiction lui présentaient les nouvelles de science-fiction. C'était un peu le parrain. Et John McCarthy a écrit une petite nouvelle de science-fiction. Alors ça, c'est amusant parce qu'il y a 5 ou 6 ans, j'avais présenté cette nouvelle de science-fiction ici même et un peu plus haut. Et elle est passionnante parce qu'il met en scène des technologies, enfin, disons, des approches, c'est pas des technologies, des théories qui seront celles qu'il va développer après, selon lesquelles, si on veut faire une intelligence artificielle fondée sur la logique, il faut qu'on puisse avoir des logiques de degré supérieur qui puissent gérer des exceptions. Alors, bon, c'est une histoire, c'est drôle, c'est The Robot and the Baby, c'est une histoire justement de responsabilité, puis il suppose qu'on est dans un monde où les psychologues ont déterminé que les robots pouvaient avoir des effets extrêmement délétères sur le développement de l'enfant. Et donc, ils se débrouillent à faire des robots horribles pour lesquels on est sûr qu'il n'y a aucun attachement des enfants. Et les robots ont comme règle, je dois tout faire pour que les enfants ne s'attachent pas à moi. Et puis là, il y a une vieille mère alcoolique qui laisse son enfant mourir de faim. Et là, le robot dit, mais attention, il va mourir. Et elle dit, occupe-toi si tu veux, vas-y. Et là, il raisonne et il se dit, oui, mais il faut quand même que... J'ai une règle qui dit qu'il ne faut pas que je m'occupe de lui, mais je vais quand même passer outre à ma règle. Puis on se dit, il y a les flics qui arrivent, ils disent, mais il ne faut pas que vous occupiez de l'enfant. Et là, hop, voilà. Donc, c'est ces règles. Enfin, tout ça pour dire que, effectivement, la fiction joue un rôle extrêmement important. Mais, tout en jouant un rôle central dans l'imaginaire des chercheurs, je crois qu'il est important de bien distinguer le logos du mythos, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre de l'histoire, de ce qui est de l'ordre de la science rationnelle. Or, le risque, avec la singularité technologique, avec l'intelligence artificielle générale, avec l'idée de super-intelligence, c'est qu'on confond les deux.
Et à ce moment-là, qu'on va un tout petit peu trop loin parce que on laisse entendre à la population qu'il va y avoir des transformations qui n'ont pas lieu d'être. Entre autres, la singularité technologique, c'est l'idée que les machines vont être tellement puissantes qu'à un moment, on va pouvoir transférer notre conscience sur les machines et poursuivre notre existence en jetant le corps biologique et en l'intégrant sur les machines. Le petit roman dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai écrit d'ailleurs sous un nom d'emprunt, pas sous mon propre nom, c'est Gabriel Neige, c'est l'histoire d'un jeune homme dont la mère décide de sauter le pas et de se télécharger. Alors justement, j'essaie de raconter tous les problèmes que ça pourrait poser, mais bien sûr, c'est totalement, du point de vue scientifique, peu fondé. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans le mythe de la singularité, où je montre qu'effectivement, on n'a aucun argument pour aller jusque-là. Et ça, je crois que c'est vraiment important de bien distinguer le rôle donc, de l'imaginaire pour réfléchir, pour comprendre, ça c'est positif, pour vivre aussi, l'imaginaire ça nous sert beaucoup, mais en même temps de bien comprendre qu'il y a quand même une distance énorme entre ce qui est le résultat de la science, le résultat rationnel, et puis ce travail de l'imaginaire. Et la bonne nouvelle, c'est que cette fiction, on peut aussi la mettre au service de la manière justement dont on envisage des futurs plus désirables. Vous avez de plus en plus d'initiatives qui vont dans ce sens-là. Alors déjà, on parlait de Frankenstein un petit peu plus tôt dans cet échange. Il existe une version enrichie, qui a été enrichie par le MIT et qui est distribuée à leurs ingénieurs pour les amener à réfléchir sur des questionnements éthiques. Et vous avez de plus en plus d'universités qui forment des chercheurs qui, constatant que c'est à eux, pour l'instant, qu'on remet les clés de ces questionnements-là, qui essayent d'ouvrir aussi un petit peu leur perspective en les faisant travailler sur des œuvres de science-fiction, réfléchir aux dilemmes éthiques que ça pose, voire même écrire eux-mêmes de la science-fiction. Vous avez notamment un philosophe, c'est Thierry Ménissier, qui fait pas mal de design fiction pour amener justement une réflexion vraiment sur le monde qu'on est en train de créer et la manière dont on exerce son métier dans le cadre des ingénieurs à travers des œuvres de fiction. Et puis vous avez aussi tout un courant quand même qui existe dans l'imaginaire, puisqu'on a beaucoup parlé de science-fiction, donc c'est les littératures de l'imaginaire qui s'en chargent, qu'on pourrait un peu qualifier de contre-dystopique. C'est-à-dire que c'est pas utopique parce qu'on sait que ça marche pas, mais c'est pas non plus dystopique parce qu'on sait que ça paralyse aussi la pensée et le corps social à bien des égards. Donc on peut appeler ça contre-dystopique, qui s'applique à essayer de désincarcérer un petit peu le futur et d'ouvrir des perspectives qui sont un peu plus désirables et qui ne promettent pas forcément des lendemains qui chantent, mais en tout cas des lendemains souhaitables. Pour aller dans ce sens-là, je crois que s'il faut bien comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, à la différence de l'électronique ou de la mécanique, ce sont non pas des objets techniques qui sont séparés de nous, mais ce sont des dispositifs socio-techniques. À savoir qu'ils prennent leur sens vis-à-vis d'une organisation sociale. Et l'intelligence artificielle sera ce que nous en ferons. Elle n'est pas donnée telle qu'elle. Et c'est pour ça, bien sûr, que ces scénarios prennent tout leur sens. C'est-à-dire que c'est ce que la société décidera d'en faire. Les modes d'appropriation de ces technologies qui joueront un rôle central. Je crois qu'on est d'accord, mais je voulais le préciser, parce que, bien sûr, dans un imaginaire collectif, on peut imaginer que c'est la machine qui est autonome et qui tout d'un coup va être toute seule. Non, la machine, elle n'est rien. L'intelligence de l'intelligence artificielle, si tant est que les machines sont intelligentes, je vous ai dit que ça n'était pas le cas, elles n'avaient pas d'esprit, mais c'est une intelligence qu'on va projeter sur un dispositif parce qu'il va rendre un service dans un contexte bien particulier. Je pense qu'on peut s'arrêter là, sur cette idée que l'intelligence artificielle, elle va devenir et elle sera ce qu'on en fera, et que c'est aussi à nous, en fonction des questions qu'on se pose en tant que société, des cadres, évidemment, et des encadrements qu'on met, qui allons décider de ce devenir. Alors c'est juste pour dire, ce petit livre, juste 2 secondes, je l'ai écrit un peu dans ce sens-là, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de malentendus sur ce qu'était l'intelligence artificielle. Donc moi, j'ai écrit d'autres essais de réflexion, etc. Mais là, j'ai voulu faire quelque chose vraiment pour un public assez large. Et ici, d'ailleurs, vous voyez, sur la table des matières, il y a les différentes notions, donc on peut rentrer à n'importe quel endroit. Et c'est un petit dialogue avec 4 collégiens qui me posent des questions, et ce qui permet effectivement de répondre à toutes les questions, donc sur la définition des termes,
par exemple un algorithme, un calcul, l'intelligence, ensuite les applications, ensuite les grandes méthodes, même si bien sûr on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, puis ensuite bien sûr toutes les questions que l'on se pose. Est-ce que les machines vont nous dépasser? Est-ce qu'elles vont créer? Qu'est-ce que ça veut dire, hein, et quels sont les moyens qui sont à notre disposition pour se prémunir contre les effets désastreux que peut avoir l'intelligence artificielle, qui sont, je le répète, pas les effets désastreux des machines. Hein. C'est Ray Bradbury à qui on posait la question: est-ce que vous avez peur des robots? Et il répondait: non, j'ai pas peur des robots, mais des hommes qui sont derrière les robots. Moi, je crois que c'est la même chose avec l'intelligence artificielle. Ce qui est inquiétant, ce ne sont pas les machines elles-mêmes, hein, contrairement à ce que dit Benjo, même si c'est un très grand chercheur, hein, mais ce sont les hommes qui sont derrière. Peut-être qu'on peut vous passer un micro si vous avez des questions sur cette vaste question de l'imaginaire de l'IA. C'est toujours la première qui est la plus difficile. Merci. Bonjour, merci beaucoup, c'était passionnant. Ma question, elle est... Alors, je crois que vous l'avez évoqué un peu à propos du dossier que vous avez fait. Et si on met de côté l'intelligence générale et qu'on pense aux autres questions, vous avez évoqué celle des biais et des tris qu'on peut faire, la question de la responsabilité. Et je m'interrogeais un peu, est-ce qu'il y en a d'autres? Enfin, quelles sont les autres questions qui peuvent être soulevées et qui sont aujourd'hui dès à présent et qui peuvent s'aggraver? Enfin, est-ce qu'il y a d'autres thèmes et d'autres... voilà. Et puis j'avais une petite question aussi sur la compréhension du rôle du linguiste, par exemple, dans les modèles de langage, et notamment alors, les traductions ou les générations de textes. On dit le fait que le linguiste soit là ou plus du tout là dans les nouvelles, enfin, dans ce qu'apporte l'intelligence artificielle. Mais quand on pense à la vérification des faits, par exemple, ou à la cohérence, le rôle du linguiste n'est pas là non plus. Donc, en fait, il était où? Enfin, je ne sais pas sûr. Là, c'est peut-être plus la discipline de... La difficulté principale en construisant ce dossier, ça a été de choisir 10 questions, de s'en tenir à 10 questions, sachant qu'on en avait déjà perdu une, puisqu'il fallait forcément à un moment donné qu'on démystifie l'intelligence générale, donc il nous en restait plus que 9. On a essayé de se poser des questions pour lesquelles on a des réponses qu'on peut commencer à envisager et à mettre en place. Donc par exemple, parmi les questions qu'on se posait, il y a celle de la certification des IA avant leur mise sur le marché. C'est-à-dire que dans les industries matures, typiquement l'aéronautique ou la pharmacie ou l'automobile, vous pouvez pas commercialiser une voiture qui n'a pas préalablement répondu à un certain nombre de tests de fiabilité qui vous assurent que quand vous allez prendre le volant, alors ça vous assure pas que vous n'allez pas vous tuer, mais ça vous assure que voilà. En tout cas, c'est pas la machine qui en sera responsable. Et ça, c'est important. C'est quelque chose aujourd'hui qui n'existait pas. Je dis qu'il n'existait pas parce que depuis l'IA Act, progressivement, ils sont en train de réfléchir à ces questions, mais ça pose des difficultés inouïes qui sont celles des normes et vous en parliez tout à l'heure, il y a tellement d'agents différents, il y a tellement de modèles qui font des actions différentes que quelles sont les normes de fiabilité que vous allez mettre en place et comment est-ce que vous allez vous en assurer? Alors, nous, on a pris par exemple l'exemple du RGPD, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'assure qu'ils respectent typiquement les règles du RGPD. Donc ça fait partie des questions qui nous ont pas mal occupés. Celle aussi on a envisagé la création d'une SACEM en se disant en fait c'est fini. Ils sont déjà entraînés sur des œuvres, les modèles actuels sur des œuvres d'artistes morts ou vivants. Pourquoi ne pas partir du principe qu'à partir du moment où vous utilisez un corpus dans lequel il y a des œuvres qui sont faites par des dessinateurs, des musiciens, des comédiens, toutes sortes d'artistes différents. En fait, vous devez une sorte de redevance de taxe par mois d'utilisation, et ça sert à faire une sorte de revenu minimum aux artistes qui pourraient... Et la SACEM est l'organisme le plus à même de faire ça parce qu'il traque déjà extrêmement bien l'utilisation des musiques, et donc ils ont un tel poids par rapport à certaines industries, enfin en tout cas dans l'industrie musicale, que ça pourrait être un bon intermédiaire. Et peut-être que parce que je vais pas toutes les faire, mais parmi celles que je trouve les plus passionnantes, il y a la question des neurodroits. C'est-à-dire que, en fait, à partir du moment où on commence à entrevoir, là, vous avez de plus en plus de tests en laboratoire qui sont concluants, des machines qui arrivent à reconstituer la pensée silencieuse que vous êtes en train de formuler. Comment est-ce qu'on s'assure de se préserver de, par exemple, logiciels qui pourraient lire vos émotions et, en fonction de vos émotions, vous proposer des publicités
adapté qui pourrait décrypter en partie votre pensée. Et donc typiquement, on a mis la fiction à contribution et on a imaginé, alors c'est un petit peu difficile comme scénario, j'en suis navrée, mais c'est pas du tout un scénario improbable. À partir du moment où on saura, avec une fiabilité un peu supérieure à ce qu'on a aujourd'hui, reconstituer la pensée interne, on a imaginé un procès dans un cadre de viol, parce que c'est toujours très difficile, on a difficilement des preuves, surtout quand c'est après, avec un casque qui serait du coup utilisé pour aller chercher, pour écouter véritablement la pensée interne de celui qui est accusé et qui a à répondre aux questions des avocats. Et évidemment, ça pose une question extrêmement embêtante, parce qu'on se dit c'est utile, et en même temps, les neurodroits, et vous avez un pays, donc le Chili, qui a fait entrer déjà les neurodroits dans sa constitution, et la Californie qui avance un peu sur ces questions. Ce qui est amusant sur cette question-là, c'est que Zuckerberg a travaillé il y a quelques années, juste avant le métavers, peut-être qu'il va continuer d'ailleurs, sur les interfaces cerveau-ordinateur. Et il a fait une présentation à Harvard, dont il avait été étudiant, et là, des juristes lui ont dit « Mais écoutez, vous, avec vos systèmes, vous risquez de violer... » Je crois que c'est le second amendement. Enfin bon, il y a un amendement de la Constitution, en tout cas, qui fait que c'est interdit, parce qu'on ne peut pas témoigner contre soi-même. Quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'était juste une parenthèse. Sinon, oui, juste pour répondre à votre question, effectivement, pour les linguistes, c'est un peu traumatisant, cette affaire-là. Moi, j'ai un ami linguiste, comme ça, je l'ai retrouvé il y a 2 ans, et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu en penses ? Et il m'a dit, ouais, enfin, on est époustouflé, parce que c'est l'esprit de la langue, ces relations invisibles entre les mots, qui font qu'un locuteur qui ne connaît pas la grammaire, il sait quand même parler. Et bien ça, on arrive à l'extraire. Alors après, bien sûr, on a des machines qui sont capables de parler, mais ça ne veut pas dire que ce qu'elles disent est pertinent. Et effectivement, aujourd'hui, les travaux que l'on poursuit visent à faire en sorte que ce que dit la machine va être confronté à un corpus de référence. Et par exemple, vous voyez, on peut le faire sur un corpus limité. Par exemple, donc vous avez l'esprit de la langue, puis ensuite les réponses, vous les confrontez à un corpus juridique ou un corpus spécifique pour s'assurer quand même que le résultat soit bien pertinent. C'est particulièrement important parce que dans la fonction publique, il y a l'envie de mettre ça à disposition des citoyens. Avec toutes les questions que ça peut poser. Si vous arrivez, d'ailleurs, il y a eu un numéro de la revue des anciens, les alumni de l'ENA et de l'INSP sur l'intelligence artificielle, où justement, entre autres, il y a Raphaël Dohan, qui est un ancien énarque et historien, etc., qui dit tout le travail des énarques, on peut le faire à une machine. On fait des notes de synthèse, etc. Enfin voilà. Bon. Oui. Merci. Pardon. Un humain apprend de son expérience, mais il apprend aussi au contact d'autres humains. Donc, il apprend de l'expérience racontée d'autres humains. Est-ce qu'une IA est susceptible d'apprendre aussi en se basant sur des créations d'autres IA ? Et si oui, est-ce que très rapidement, l'idée de la SACEM là va pas être presque caduque, dans le sens où l'œuvre originelle sera très très loin dans la chaîne d'apprentissage ? Alors, je vais juste répondre du point de vue technique. Il y a énormément d'approches de l'apprentissage machine. Et certaines, effectivement, correspondent à ce qu'on appelle l'apprentissage fédéré, avec différents apprentissages qui se coordonnent les uns les autres. Et les réseaux de neurones formels ne sont pas la seule forme d'apprentissage. Mais là, je vais très très vite. Sinon, sur la question qui est posée, l'une des difficultés, c'est que les textes sont tellement transformés qu'on ne sait plus où est la source. Donc après, vous allez pouvoir répondre. Mais alors, moi, j'ai trouvé un merveilleux texte de quelqu'un dont vous avez peut-être entendu parler, Paul Valéry. Ça vous dit quelque chose ? Et dans Rome, il dit, et c'est intéressant parce qu'il dit l'originalité, qu'est-ce que c'est ? Il dit, au fond, c'est de ne pas laisser percevoir les morceaux à partir desquels on s'est inspiré. Il dit, grosso modo, c'est d'avoir un bon estomac. Alors, j'ai l'impression que ces machines ont un bon estomac de ce point de vue-là. Mais bon, après, il y a la question juridique.
En fait, l'idée qu'on avait, c'était pas tant, puisqu'en effet, c'est impossible de savoir quelle part de quelle œuvre a inspiré une machine. C'est plutôt de dire bonjour, je vais lancer mon modèle. Voici les œuvres qui ont simplement constitué le corpus d'entraînement de mon modèle. Et en fait, à chaque mois qui passe d'utilisation du modèle, il y a une redevance qui est utilisée, quel que soit ce qui est sorti indépendamment, parce qu'en fait, c'est quasiment impossible de mettre la main exactement sur qui fait quoi. La difficulté, c'est que les mots qu'on emploie servent à tout le monde. Et donc, si on doit payer pour chaque mot, ça me semble délicat. Hein, parce que c'est toute la littérature, grosso modo. Et donc, on risque d'avoir des redevances considérables à payer. Et on va payer aussi aux morts. Hein. On va avoir tout Victor Hugo, par exemple. Hein. Alors, à qui est-ce qu'on doit payer l'idée, c'est même s'il y a un descendant de Victor Hugo, je suis certain. L'idée, c'est que cet argent-là serve aux personnes qui sont inscrites à la SACEM à les faire vivre, y compris s'ils payent des droits, en fait, techniquement, sur Victor Hugo qui est mort, mais ça sert dans cet écosystème-là. Après, la question que vous posez, c'est une question, je pense, vraiment hyper importante, et pas dans le domaine de l'art uniquement, mais notamment dans le domaine de l'information. Et je parle sous votre contrôle, mais les données synthétiques et entraîner un agent sur des données synthétiques, en fait, jusqu'à présent, ça a tendance à plutôt appauvrir son résultat de fiabilité. Le risque, c'est surtout qu'on soit noyé dans des informations qui ont été générées automatiquement et qu'on ne sache plus. Hein. Imaginez les historiens dans 2 siècles. Ils auront plus ce qui a été dit, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Ça va être un cauchemar. Mais pour répondre au problème que vous soulevez, et c'est un cas que je trouve particulièrement intéressant, l'Union européenne a inventé une règle qu'on n'est pour le moment pas encore en capacité de mettre en place, avec un système de filigrane qui consisterait en fait à encoder, mais vous l'expliquerez 1000 fois mieux que moi, à encoder la donnée pour qu'on soit capable de reconnaître une donnée qui est synthétique d'une donnée qui a été générée par des humains, pour justement, notamment dans les phases d'entraînement, être capable de faire la différence entre les deux, et pour que sur des données textuelles, alors textuelles, enfin vidéo c'est un peu plus simple, textuel c'est pour l'instant on n'a pas trouvé la solution encore pour pouvoir intégrer ces filigranes, mais il va falloir entre guillemets la trouver vite, parce qu'à partir du moment où l'IA Act va rentrer en vigueur, on est censé pouvoir normalement appliquer parmi enfin, notamment cette juste règle. puisqu'on parle d'IA Act, je dirais à la fois, enfin, je suis pro-européen, mais toutes ces régulations européennes posent énormément de problèmes parce qu'elles sont extrêmement lourdes et surtout, souvent, elles sont très éloignées de la réalité. Donc, là, s'il n'y avait que la question des filigranes qui pose problème, hein, mais il y en a beaucoup d'autres qui font que ces règlements auront du mal à s'appliquer. On peut donner à titre d'exemple un autre règlement qui a été écrit un tout petit peu avant, mais qui est dans la même lignée. C'est le Digital Service Act, qui, en principe, doit nous prémunir contre les réseaux sociaux, enfin en tout cas qui doivent permettre de faire en sorte que la législation qui vaut dans l'espace public, qui fait qu'on a le droit de s'exprimer librement, mais on n'a pas le droit de diffamer, on n'a pas le droit d'inciter à la haine, on n'a pas le droit de faire l'apologie du terrorisme. Et ça, malheureusement, les réseaux sociaux le laissent passer. En principe, le Digital Service Act devrait l'empêcher. Or, il a été montré, après les événements du 7 octobre, que ça n'a pas marché avec Twitter, que ça n'a pas marché avec Telegram, etc. Et donc, enfin voilà. Mais après, c'est une très longue discussion, passionnante en tant que telle, sur ces questions-là. Une dernière question avant qu'on termine ? Non ? Eh bien, on est incroyablement ponctuel, c'est fabuleux. Eh bien, je vous libère et je vous remercie sincèrement pour votre écoute et je vous souhaite une très belle soirée.